Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. AG de l'ONU, Faure Gnassingbé plaide pour une action collective et coordonnée des États. Le chef de l'État togolais, qui participe à la 119e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, a pris la parole ce lundi pour son discours. Il est revenu sur les systèmes mondiaux face aux défis auxquels le monde actuel est confronté. Pour lui, les différents mécanismes mis en place ne seront pas vraiment efficaces à y faire face et prône aussi des actions collectives coordonnées entre les États pour faire face aux différents problèmes systémiques que rencontre notre monde. Je vous laisse suivre ce discours, puis on reviendra tout à l'heure au plateau pour les analyses avec nos invités. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, il y a 8 décennies, quand l'institution qui nous accueille a été créée, le monde sortait du second conflit mondial et l'avenir était résolument perçu comme positif. Aujourd'hui, les crises complexes que connaît notre planète nous obligent à repenser notre modèle de développement et de coopération internationale. Si nous restons passifs, ces crises et ces modèles pourraient entraîner notre planète vers un futur sombre. Saisissons donc l'opportunité qui nous est donnée ici de changer de cap. Ma première affirmation est qu'à des crises systémiques, il faut des réponses globales. D'une part, les défis alimentaires, sécuritaires ou écologiques actuels dépassent ce que chaque pays est capable de gérer efficacement à lui seul. Et d'autre part, le caractère enchevêtré de ces crises complexes en fait des crises asymétriques. En effet, elles impactent parfois rapidement et durement des régions du monde parfois peu concernées par leur cause. C'est pourquoi je redis ici ma conviction profonde. Face à ces menaces globales, il n'y a d'avenir meilleur pour les générations actuelles et futures que dans l'action collective et coordonnée de nos États. Et cette action collective doit se mener à l'intérieur de cadres politiques mondiaux rénovés. Car le multilatéralisme lui-même doit être repensé. La gouvernance de nos institutions mondiales est à de nombreux égards obsolète. Et nos discussions, comme nos engagements multilatéraux, ont montré leurs limites. Pour trouver des solutions réellement efficaces, un nouveau modèle de coopération internationale s'impose. À ce stade, permettez-moi de dire quelques mots de l'Afrique. Pour regarder l'avenir, il faut regarder vers l'Afrique. L'Afrique va continuer à abriter la plus grande partie de la jeunesse mondiale. C'est là qu'il y a le potentiel de développement de marchés le plus fort, notamment les nouveaux marchés du futur liés à l'économie verte ou bleue. C'est aussi là que nous devons expérimenter de nouveaux modèles de partenariat multipartite pour le développement, et notamment avec le secteur privé. Ils sont décisifs pour que nos actions aujourd'hui aient un impact positif et durable. En Afrique comme ailleurs, je pense que l'État doit jouer un rôle central de coordination. Pourquoi? D'abord parce que l'État est le seul garant de l'intérêt de la population tout entière, et aussi parce qu'il est le seul à jouer un rôle visionnaire et protecteur pour les générations actuelles et futures. Au Togo, nous nous efforçons de bâtir un État fort. Nous voyons cet État au centre de toute solution d'aide au développement et humanitaire, en collaboration avec le secteur privé et la société civile. Je constate que malgré les efforts de ces dernières années, l'aide internationale reste trop souvent déconnectée tant des besoins que des capacités des populations qui en bénéficient. C'est pourquoi il faut renforcer le rôle des États africains dans l'aide au développement comme partenaires réellement stratégiques et équitables. La relocalisation des efforts de développement est essentielle et doit être plus profonde. Elle doit être financière mais aussi politique. Enfin, il faut davantage de respect et de représentation pour les États africains sur la scène internationale. Pour que les solutions multilatérales soient véritablement inclusives, elles doivent respecter la dignité et l'égalité de représentation de nos peuples. Nous ne pouvons construire un avenir meilleur que si toutes les voix sont entendues et respectées. C'est aussi cela, ne laisser personne de côté. Excellences, Mesdames et Messieurs, mon pays est prêt à jouer pleinement son rôle dans ce vaste effort collectif pour façonner un avenir meilleur. Nous croyons que c'est en travaillant ensemble, dans un esprit de solidarité et de respect mutuel,
que nous parviendrons à relever les défis de notre époque et à offrir à nos enfants un monde plus juste, plus prospère et plus durable. Je vous remercie de votre aimable attention. Et voilà le discours du chef de l'État togolais ce lundi à la 79e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, Faure Gnassingbé, qui donne sa vision du monde, comment on doit procéder pour faire face aux crises, je me permettrais, multidimensionnelles que connaît notre monde. Il pense que face aux menaces globales, il n'y a d'avenir meilleur pour les générations actuelles le futur que dans l'action collective et coordonnée de nos États. Et c'est justement ce qui fait l'objet de notre discussion pour ce numéro de Regard Croisé. La parole est à qui veut la prendre en premier. Je commence par vous, Louis Kamako. Que dire de ce discours de Faure Gnassingbé qui apparemment s'inscrit dans la suite logique de celui qu'il avait délivré à Pékin lors du FOCAC? Oui, justement, tu l'as bien dit, et c'est pour ça que je suis tenté de dire que j'ai l'impression d'avoir déjà écouté ce genre de discours. Et parce que quand vous comparez ce qui est dit ici au discours qui a été prononcé récemment au Forum sur la coopération sino-africaine à Pékin, c'est presque la même chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le chef de l'État a un cahier de charges qu'il veut à tout prix mettre en place. Et le discours en soi, je pense que c'est un discours courageux, c'est un discours fort de la part d'un chef d'État et surtout qu'un chef d'État africain. Et je crois que ce que dit le président Faure Gnassingbé est tout ce que tout le monde est en train de dire bas. Donc aujourd'hui, il est il joue le rôle de porte-parole de ces Africains-là qui, justement, à un moment donné, ont décidé de dire la vérité aux Occidentaux. Et je crois que, et c'est pour ça que je dis que c'est une suite logique de ce qu'on a eu à attendre depuis là, parce que c'est un discours qui rejoint à peu près le discours prononcé récemment par son ministre des Affaires étrangères, le diplomate et professeur Robert Doucet, devant la tribune des Nations Unies, qui disait que l'Afrique est fatiguée des institutions, ou bien l'Afrique est fatiguée en fait de l'Occident avec tout ce qui va avec, de la gouvernance mondiale. Je pense qu'aujourd'hui, le président togolais l'a dit récemment au FOCAC, il disait que il a touché du doigt l'inefficacité des institutions internationales et sous-régionales. Et aujourd'hui, et là, ici, il nous dit que la gouvernance de ces institutions-là est obsolète et qu'il faut le repenser autrement. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un discours cohérent, c'est la suite logique de ce qu'on a eu à assister jusque-là. Maintenant, c'est vrai que c'est le chef de l'État qui le dit, c'est le chef de l'État togolais qui le dit. Et donc, pour peut-être beaucoup de gens, je pense que je ne sais pas, je n'ai pas peut-être vocation à doiter ma maison avec la main gauche, mais je crois que les téléspectateurs ont suivi avec nous le discours et ils seront l'analyser à leur guise. Mais ce qu'il y a lieu peut-être de dire, c'est-à-dire que quand on met à chaque fois le focus sur les institutions, je crois qu'on peut faire une petite comparaison à l'interne, parce que les institutions, nous aussi, nous en avons au Togo. Mais ce qui me rend un peu curieux, c'est que c'est à chaque fois on essaie de vendre le Togo comme étant un modèle, c'est-à-dire que le Togo comme étant un exemple en matière de la bonne gouvernance, en matière de promotion des institutions. Donc je crois que c'est pour ça c'est pas mon analyse va peut-être se limiter pour le moment à l'analyse du discours, un discours que je trouve courageux, un discours franc, un discours honnête à mes yeux, parce que je l'ai dit, tout ce qui a été relaté là-bas, ce sont des réalités que nous vivons aujourd'hui. On connaît à peu près ce que vaut les États africains devant les institutions internationales ou bien devant l'Occident. Donc si aujourd'hui un président comme Faure Gnassingbé a eu ce courage-là justement de révéler à la face du monde toutes ces vérités, on ne peut que l'applaudir. Et je crois que ça va dans la dynamique de ce que nous assistons ces derniers mois ou bien ces dernières années dans la sous-région, avec des États qui veulent à tout prix avoir ce qu'on appelle la souveraineté nationale, et des États qui veulent avoir une intégrité nationale, des États qui veulent justement revenir au devant de la scène pour justement avoir une indépendance digne de ce nom.
Je crois que c'est un discours qui affriole, c'est un discours qui rassemble, c'est un discours qui fait qui fait les bonnes affaires de ces panafricanistes-là. Merci beaucoup. À vous, Louis Kambako. Prosper Aboklou, que dire de ces discours de Faure Gnassingbé quand il dit que face aux menaces globales, il n'y a d'avenir meilleur pour les générations actuelles et futures que dans l'action collective et coordonnée de nos États. Pour lui, c'est la solution pour notre génération et les générations à venir, des actions collectives et coordonnées. Oui, je veux chuter par là où Kamako a chuté. C'est un discours panafricaniste. Le président Faure se dégage comme l'un des chefs d'État panafricanistes. D'ailleurs, Robert Doucet l'a encore prouvé entre-temps, en parlant donc de l'émotion ressentie par les Africains à travers le paternalisme occidental. Donc je crois que le président de la République, selon moi, a voilé un tant soit peu ce que pensent les autres, mais de manière douce. Il a dit de manière douce, et ça, je crois quand même, quand vous parcourez le discours, il a parlé du monde globalement. Il a parlé donc de repenser la coopération internationale. Donc il parle donc du monde, enfin dans la globalité du monde entier. Après, il est revenu sur l'Afrique et il a dit que il faut regarder l'Afrique et que c'est là où se trouve la jeunesse, et la jeunesse contribue au développement. Donc pour que le monde vraiment se développe comme il le faut, il faut revenir un tout petit peu, regarder un petit peu l'Afrique, libérer ce continent-là pour que vraiment foisonnent ces générations-là qui peuvent apporter donc je dirais tout simplement des éléments positifs au développement du monde entier. Après, il a parlé donc du Togo. Bon, c'est son pays, le Togo. Il doit avoir un clin d'œil donc sur ce qui se fait là-dedans. Et moi, je dis souvent, il appartient à chacun de voir, d'analyser la situation telle qu'elle est. Maintenant, le président de la République a parlé à chacun de voir si réellement ce qu'il a dit concernant son pays, il a dit qu'il est en train donc qu'on appelle d'essayer de pouvoir sur le plan du développement des institutions. Bon, maintenant, c'est à chacun d'apprécier. Moi, ce qui m'intéresse, il a parlé de l'égalité, de la dignité. C'est vrai que les régimes africains sont souvent critiqués et considérés comme des régimes totalitaires, dictatoriaux plutôt. Mais derrière, j'ai l'impression que on oublie ce qui se passe ailleurs. Et quand on revoit un tout petit peu l'image que démontre la gestion des affaires de l'État ailleurs, pas seulement sur le continent africain, on comprendra réellement que souvent l'Afrique est citée à tort, parce que ce qu'on reproche souvent à l'Afrique, les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme, comme on appelle la corruption et autres là, c'est un peu partout dans le monde. Donc l'égalité pour tout le monde. Regardez à peu près quand on crée la CPI rien que pour les Africains, alors qu'il y a des crimes odieux qui sont commis aussi ailleurs. On n'est pas créé rien que pour les Africains. Peut-être pour le moment, on ne juge pour oui, la plupart que les Africains. Pour la plupart. Que les Africains. Et à chaque fois, regardez ce qui se passe un peu ailleurs, au Moyen-Orient. Est-ce que ces gens-là sont interpellés, ne serait-ce qu'en Afrique, comme on appelle, on interpellera ces présidents-là, bien ces autorités. Donc je crois quand même que Faure Gnassingbé est revenu un tout petit peu. Il a voilé la façon de dire les choses, mais en réalité, c'est cela. Le regard que porte le monde sur l'Afrique doit cesser. Et surtout que quand on va dans ces institutions dont il parle, comme on appelle la gestion, la gérance est obsolète, ça c'est une vérité, c'est une réalité. Regardez, on a 54 pays en Afrique, mais on n'a pas, au niveau donc du Conseil de sécurité, on n'a rien. On est là, on est seulement représentatif à bien des égards. Donc je crois quand même que c'est un discours qui porte donc un discours novateur, qui porte le regard du changement que les autres doivent avoir sur l'Afrique. Et ça, je crois quand même que le contexte s'y prête. Et ça, c'est un discours, pour moi, panafricaniste. Merci beaucoup à vous, Prosper Aboklou. Samson, que pensez-vous de ces discours de Faure Gnassingbé?
Oui, c'est un discours qui cadre aussi bien avec le thème du sommet de cette année, qui est le sommet d'avenir, justement. Et il faudrait maintenant repenser l'ONU pour que l'ONU puisse faire face aux défis qui menacent. Et ne laisser sur ce personne de Et côté. ne laisser sur personne de côté. Et c'est un discours aussi qui est assez cohérent lorsqu'on analyse un peu le discours prononcé lors du FOCAC dernier et qu'on compare à ce discours, on trouve quand même un fil logique conducteur. Et le président togolais a su trouver les mots politiquement corrects pour dire ce que beaucoup de personnes disent de façon un peu plus frontale. Il a appelé la communauté internationale à regarder l'Afrique d'un nouvel œil et à repenser le partenariat avec ce continent. Parce que sans ça, les objectifs qui ont été fixés, aussi bien en ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique, la promotion de l'économie verte ou de l'économie bleue, ne restera que des vœux pieux. Ils ne pourront pas être réellement concrétisés. Et les crises qui vont découler du manque d'action des États, du manque de synergie dans les actions des États, vont se répercuter beaucoup plus violemment sur le continent africain. Vous n'êtes pas sans savoir que, même si nous polluons très peu, c'est des pays comme le Niger, c'est des pays comme le Madagascar ou le Malawi qui sont les plus impactés par le réchauffement climatique, alors que nous polluons très peu. Et le président togolais l'avait dit il y a quelques années à Dakar, lorsqu'il se disait que certaines personnes ont eu la bonne ou la mauvaise idée de faire ce qu'ils ont fait en Libye. Et c'est finalement pas eux qui ont les pots cassés, mais c'est des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina qui payent actuellement les pots cassés parce que les djihadistes en ont profité pour s'armer et avoir la capacité de pouvoir affronter les États dans des guerres asymétriques. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est le président togolais a dit quelque part dans le discours qu'il y a un déphasage entre la façon dont l'aide est octroyée et les besoins des populations et leur capacité à absorber cette aide-là. Et j'aimerais faire un parallèle, comparaison n'est pas raison bien sûr. Il y a aussi beaucoup de Togolais qui sentent un déphasage entre la façon dont le président togolais parle du pays et ce qu'ils vivent au quotidien. Donc, ce déphasage-là, je pense que c'est ce qui fait que ce discours-là peut être parfois mal interprété. Les gens pourront te dire, bon, il parle vraiment de notre pays. On entend souvent ça quand le président parle un peu ailleurs. On dit souvent, est-ce qu'il parle du Togo? C'est du Togo vraiment qu'il parle comme ça. Et ce n'est pas propre à lui. Beaucoup d'autres dirigeants, beaucoup d'autres autorités africaines donnent souvent l'impression d'être un peu en déphasage avec la réalité du quotidien de l'homme lambda du pays. Et j'aimerais vraiment, dans les prochains discours, que ce déphasage-là ne se fasse plus sentir et que le président togolais porte la voix du Togolais lambda. Oui. Non, mais je ne pense pas que le président togolais parle du Togo. Parce que, comme il a dit, c'est vrai que je ne voulais pas épiloguer là-dessus. C'est vrai, dans le discours, il a parlé des institutions internationales, il a parlé du continent africain, il a parlé du Togo. Voilà. Pourquoi vous dites qu'il ne parle pas du Togo? Mais il ne parle pas du Togo parce que les réalités sont tout autres. Je suis peut-être tenté de le dire comme ça. Quand il dit par exemple qu'au Togo, nous sommes en train de construire un État fort. Nous sommes en construction, ça dit que c'est un projet, nous sommes en gestation. Ça veut dire que le Togo n'est pas encore... Nous nous efforçons de bâtir un État fort. Nous sommes toujours dans les efforts. Ce n'est pas encore du concret. Ça dit qu'on est en train d'aller vers... Oui, et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai selon vous. Non, moi, ça dépend. Surtout que le thème État fort peut prêter à confusion. Qu'est-ce qu'un État fort? Un État fort peut être un État... qui pose problème, c'est État fort qui pose problème. C'est un État fort. C'est un État fort. Un État fort, selon moi, c'est un État dans lequel les trois pouvoirs existent. C'est-à-dire que c'est un État de droit après tout. C'est-à-dire qu'il y a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et les trois sont indépendants. Les uns appellent les autres. Est-ce que vous voyez? Un État protecteur. Un État protecteur, voilà. C'est-à-dire que les gens vous parleront de... Quand ces trois pouvoirs, les gens vous parleront d'un État voyou. Le Togo n'est pas un État voyou, bien évidemment. Je ne dis pas que je ne comprends pas. C'est-à-dire que quand ces trois pouvoirs-là sont inexistants, ou bien quand ils ne sont pas indépendants les uns envers les autres, les gens vous parleront d'un État voyou. Et le président dit que nous efforçons à bâtir un État fort. Quand on parle d'État fort, c'est aussi ça. C'est-à-dire que, parce qu'à chaque fois, il parle de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, ça implique beaucoup de choses. On a toujours dit ici qu'il faut au Togo ce qu'on appelle la réduction des comptes. Les comptes, je ne pense pas que les comptes sont faits régulièrement au Togolais. Et quand je le dis, et parce que ça, je pense que c'est toujours d'actualité, et on a suivi de près cette affaire de Covid-Gate, où la Cour des comptes a fait sortir un audit, ou bien a fait sortir un audit situant le fait que le fonds a été mal géré.
Et donc, à un moment donné, le chef de l'État même s'est saisi du dossier parce qu'il a demandé qu'une enquête soit ouverte et que le dossier a été confié au Parlement, aux députés. Des députés qui ont commencé, qui ont émis l'ébauche, ils ont commencé par enquêter sur le dossier parce qu'il y a un comité qui a même été mis en place pour justement investiguer. Une commission d'enquête parlementaire a été créée. Justement pour investiguer, pour que les tenants, les aboutissants, ou bien ceux qui ont été impliqués dans cette mauvaise gestion-là, soient... qu'on ait beaucoup plus de lumière. Voilà, mais je pense que le dossier là aujourd'hui est mis dans les tiroirs parce que les députés qui géraient le dossier ont fini leur mandat. Et ce qui est encore curieux, c'est qu'à l'époque, il y avait celui qui est maintenant le président de l'Assemblée nationale, il a été également cité dans ce dossier-là. Il a été soupçonné justement. Ouais. Et donc aujourd'hui, il devient le président de l'Assemblée nationale. Et donc comprenez que ce dossier-là, je pense que si on le veut ou pas, ce dossier, il est classé. Et c'est pour ça que je dis que quand on parle de la bonne gouvernance, ça implique beaucoup de choses. C'est aussi ça. Pour vous, avec ces faits, le Togo n'est pas un État fort. Voilà, le Togo, le président a dit, vous avez dit qu'il dit qu'on tend vers, on tend. Donc c'est tous des efforts. Et quand vous avez vu aussi que récemment, c'est vrai que au FOCAC, il a essayé justement de défendre en fait les raisons qui ont motivé le changement conditionnel. Je ne sais pas si pas de changement, de modification constitutionnelle. Mais quand vous voyez aujourd'hui que ce changement conditionnel n'a jamais fait l'unanimité, parce qu'il y a des gens qui continuent justement par le dénoncer et qui continuent justement par grouiller pour qu'on revienne à l'ancienne République, même si ce n'est pas, même si c'est peu tout tiré sur les cheveux. Donc ça veut dire que jusque-là, on n'arrive pas à s'entendre sur le minimum. Le minimum, c'est qu'au moins qu'on s'entende au moins sur une loi fondamentale. Si au moins sur ce point-là, on n'est pas d'accord, si on ne parle pas, avec tous ces éléments, c'est-à-dire qu'on est loin d'un État fort. Merci beaucoup. C'est vrai ce qu'il dit, c'est-à-dire que ce qu'il dit, est-ce que je veux peut-être chuter par là. Rapidement alors. Parce que moi je suis content quand j'entends mon président parler comme ça, dire les choses, parce que ce sont des vérités, hein, ce sont des vérités tout droit. Et donc ça veut dire que le pays va nous donner aussi la possibilité de dire les choses telles que nous les ressentons. Et qu'on nous donne la possibilité de dire les choses pour qu'on ne soit pas inquiété. Parce qu'après tout ce que nous voulons, c'est que les choses aillent bien. C'est que les lignes bougent. Je crois que c'est dans cette logique-là que le président je pense que c'est dans cette logique-là que le président de la République le fait. S'il dit des choses, qui révèlent les choses telles qu'elles se passent, je pense qu'il le dit dans le sens de pouvoir contribuer à leur amélioration. C'est-à-dire que c'est ta contribution à une Afrique meilleure, c'est sa contribution à un monde nouveau. Ouais. Donc, je pense que si nous le disons, que ce soit ici ou ailleurs, nous inscrivons aussi dans cette dynamique de contribuer au développement. Justement. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Nous arrivons ici pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Comme d'habitude, nous allons faire notre dernier tour de table. Je sens que vous avez des choses à dire. Vous allez profiter pour le dire dans les mots de fin, s'il vous plaît. On va rapidement aller aux mots de fin. Ce sera sur un sujet de votre choix. Donc, je commence par vous, Prosper Aboglou. Non, moi, je voudrais faire abstraction un tout petit peu. Enfin, c'est aussi de la politique. Parler un peu du sport pour interpeller les autorités togolaises pour la construction vraiment des infrastructures sportives. Parce qu'ailleurs, quand vous allez au Ghana, un peu partout, quand il y a match international, on choisit n'importe quelle partie du pays pour aller jouer. Alors qu'au Togo, il n'y a que Lomé. Et les équipes qui sont qualifiées pour les compétitions africaines, tout ça là, sont obligées de jouer à Lomé. Donc, moi j'interpelle la prochaine fois, je crois le 7 octobre prochain. Vous voulez qu'on ait d'autres stades au standard international. Merci, je pense qu'on vous a compris, sauf que les hommes du Ghana actuellement. Vous comprenez à peu près. Pour permettre à chacun de se sentir dans son environnement pour jouer. La prochaine fois, nous irons jouer à Annaba, très loin d'Alger. Vous voyez à peu près, on a Alger. Il faut jouer, mais les Algériens nous amènent à Annaba, alors qu'eux, ils savent déjà, qu'en venant au Togo, ils joueront où? À Lomé. Merci beaucoup. Donc ça, j'interpelle. Merci beaucoup à vous, Prosper Aboglou. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci surtout pour la confiance et on est toujours là pour servir. Merci beaucoup. À vous, à côté de vous, Maololo Samson Alija, qui va nous donner ses mots de fin. Oui, j'aimerais d'abord rebondir un peu sur ce qu'a dit mon confrère Louis.
il n'a pas dit que des efforts n'ont pas été faits. Le chef d'État a parlé de déphasage. C'est comme la communauté internationale qui pense aussi qu'il fait vraiment des efforts pour que l'Afrique se développe. Mais les efforts ne sont pas vraiment perçus de la même façon par le chef d'État. Il a clairement dit. Et c'est un peu de la même chose qui se passe. Les efforts qu'il fait pour construire un État fort ne sont pas perçus de la même façon par la population togolaise, ou du moins par une partie de la population togolaise. Et c'est ce déphasage-là qui, selon moi, est assez présent, est assez constant aussi, malheureusement, comme la constance des discours, et qu'il faudra que les autorités se rapprochent peut-être un peu plus des populations pour comprendre mieux les types d'efforts que la population attend d'eux, pour qu'il n'y ait plus dans l'avenir des discours qui donnent l'impression qu'on ne parle pas du pays dans lequel nous vivons. Merci Maintenant, beaucoup. pour le mot de fin... C'était pas ça le mot de fin. C'était pas ça le mot de tout, Sauf ça. Rapidement. Ok, d'accord. Donc j'aimerais quand même tirer la sonnette d'alarme. Nous avons eu une saison pluvieuse assez saccadée. Actuellement, les paysans se plaignent beaucoup et nous risquons une crise alimentaire si les autorités ne prennent pas la mesure de l'action. Ça rejoint un peu ce que le chef d'État a dit. Les conséquences du changement climatique se font vraiment ressentir à notre niveau. Et les efforts sont déjà en train d'être faits, mais il faudrait que plus soit fait pour que le pays puisse être assez résilient par rapport à ces menaces-là. Merci beaucoup à vous. Maoulolo Samson Arlidja, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, Guillaume. Merci à mes co-débatteurs. Merci à ceux qui nous ont regardés. Louis Kamako, vos mots de fin. Non, mais mon mot de fin, ça va à l'endroit des internautes. Je voulais justement leur dire que, en fait, on a toujours dit que nous ne sommes pas dans le secret de Dieu et que ce que nous disons ici, ou bien ce que nous faisons, ce sont des analyses. Et si on le fait, c'est pas parce que nous sommes des savants ou bien nous sommes des grands connaisseurs. Il faut arriver qu'on dise des choses qui ne soient pas, entre guillemets, objectives. Mais après tout, c'est l'objectivité que nous visons. Donc, qu'ils soient un peu parfois indulgents envers nous. C'est-à-dire que nous avons besoin aussi des propos amènes. Vous pensez qu'ils sont trop durs? Ils sont trop durs. Et c'est des choses en réalité qui parfois, je veux le dire comme ça, qui découragent en fait. C'est décourageant parce qu'après tout ce qu'on fait, ce sont des efforts. C'est-à-dire qu'on va sur le terrain, on recueille des informations et on les informe. Après tout, donc je crois que il n'y a pas, c'est un effort, c'est pas passion qu'on le fait. Et donc, qui nous aide à les aider aussi. Voilà. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci, Louis, d'être passé sur ce plateau. Merci aussi d'avoir conduit le bateau à bon port. Merci beaucoup. Et nous disons merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette édition. Et merci à Richard Kourfanga à la réalisation, à Xavier Koudanou et Solange Guéli à la diffusion, à Rebecca Vesso à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.